Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal, ITV, imedia.sn, votre chaîne préférée et votre site que vous aimez. L'émission Le jury du dimanche reçoit M. Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Il est également membre de la direction de l'Alliance pour la République, parti au pouvoir. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'associer à cette très grande émission. Je profite de l'occasion pour vous féliciter pour le travail, mais aussi pour la qualité de l'émission. Et vous nous permettez, nous, hommes politiques, d'avoir un médium de discussion, d'échange, et c'est ça qui fait l'essence d'une vraie démocratie. Pour être applaudi par les étudiants si exigeants, si contestataires, si rebelles parfois, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il faut se lever tôt. Servir sans se servir, c'est une question. Accordons à Abdoulaye Seydou Sow le préjugé favorable. Une haie d'honneur et des applaudissements nourris pour service rendu à l'UCAD, c'est la prouesse réussie au moment de votre départ de la direction générale du COUD. Celui qui venait d'être nommé ministre sacrifié alors avec son successeur Maguette Sène à la traditionnelle cérémonie de passation de service le lundi 16 novembre 2020 à la salle de conférence El Hadj Malick Diakhaté. Une image fort saisissante. Et depuis cette image d'Épinal, le ministre Sow ne cesse de faire parler de lui. Tantôt au niveau de son département, avec le programme de 100 000 logements cher au président Macky Sall, tantôt du côté de Kaffrine, où votre rival, et non moins maire, Abdoulaye Wilane, n'entend nullement vous céder son fauteuil. Tantôt enfin, Abdoulaye Seydou Sow n'a pas hésité récemment à troquer son costume de ministre contre son maillot de foot pour se présenter à sa propre succession au poste de président de la Ligue de football amateur. Le jeu en valait-il l'enjeu? Allez savoir. L'enjeu en tout cas était double. Être réélu et peser de tout votre poids pour la réélection de votre ami Augustin Senghor au détriment du teigneux Madi Touré. La victoire fut totale. Victoire à la Pyrrhus. Certains ne manquent pas de s'offusquer de l'implication d'un ministre dans les choses du football en lui reprochant de se mêler de tout, en tout cas de se mêler de ce qui ne devait pas le regarder. Mais Sow apparemment n'en a cure. En politique, en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de vous, dirait un politicien madré. Voici donc notre homme de la semaine, notre invité de votre émission, le jury du dimanche. Monsieur le ministre, la conférence de Berlin, pour faire allusion aujourd'hui à cette conférence dite Compact avec l'Afrique, une initiative lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20, en vue de stimuler l'investissement en Afrique. Le président Macky Sall y a participé vendredi. Quand on dit conférence de Berlin, on se souvient de cette fameuse conférence du même nom qui s'est tenue entre novembre 1884 et février 1885. Est-ce que l'Afrique, après tout ce temps qui s'est écoulé, la colonisation, la traite négrière vécue, l'esclavage, est-ce que l'Afrique aujourd'hui a son destin en main? Merci Mamoudou, vous introduisez de la plus belle des manières cette émission. Vous référant d'abord à un contexte historique sur le partage de Berlin, qui a été une énigme, qui a été aussi une douleur. Et qui, la balkanisation du continent de l'Afrique, oui, qui nous poursuit jusqu'à présent sur des questions de développement. Aujourd'hui, grâce au leadership du président Macky Sall et d'autres chefs d'État aussi africains, l'Afrique cherche à se repositionner et à reprendre son destin en main. Comme vous l'avez tantôt dit, est-ce que maintenant le destin est pris en main? C'est ça l'objectif. Que l'Afrique ne soit pas simplement considérée comme un partenaire qu'on utilise, mais comme un partenaire d'égale dignité.
Oui. Qu'est-ce que des présidents comme Macky Sall du Sénégal, Paul Kagame du Rwanda, pour ne citer que ceux-là, qui ont participé à cette dernière conférence de Berlin, peuvent vraiment faire? C'est porter la voix de l'Afrique. C'est-à-dire que considérer aujourd'hui l'Afrique comme un partenaire que l'on respecte, mais aussi dans les investissements, que l'Afrique puisse prendre sa part. Et que les rapports entre le Nord et le Sud ne soient pas simplement des rapports d'exploitation, d'asservissement ou de domination. Quel que soit notre poids économique, quel que soit notre poids démographique, que nous puissions être un partenaire respecté. C'est ça d'abord le paradigme. C'est-à-dire que le paradigme n'est pas seulement d'aller chercher des investisseurs, d'aller chercher de l'argent. Il faut qu'on sache quels sont les rapports, qu'est-ce que nous pouvons gagner dans ce partenariat. Que ce soit d'abord un partenariat de respect et non un partenariat d'exploitation et de domination. Ça entre dans la continuation de la lutte contre la dette, un certain nombre de dangers africains que le président Macky Sall a engagés. Mais il est évident que c'est à une génération de la prendre en charge et d'affirmer la position de l'Afrique dans le monde. Parce qu'on dit généralement que l'Afrique est l'avenir. Moi, je conteste cette assertion. Elle n'est pas seulement l'avenir, mais l'Afrique, c'est le présent. C'est le présent. Il faut bien le dire, mais quand on regarde bien cette conférence dite Compact avec l'Afrique et qui a pour but de stimuler l'investissement sur le continent, cela est assorti de conditions. On demande des réformes, on demande que l'environnement des affaires soit assaini. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de poser des conditionnalités qui rappellent un peu ce fameux sommet de la Baule, qui rappellent les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale? Mais il faut simplement se dire qu'il y a des paradigmes que nous devons partager. Mais ce qu'il faut éviter et que le président Macky Sall dénonce toujours, que dans le partenariat avec l'Occident, qu'on reprenne ce qu'on a donné par la main droite. C'est-à-dire qu'on crée des conditions de ralentissement des investissements au point qu'on signe toujours des accords, mais pour la mise en œuvre des accords, les États africains avaient des difficultés parce qu'il y a des conditions presque impossibles qu'on met en place. Et c'est cela le combat du président Macky Sall. C'est ça aussi le combat de l'Afrique d'aujourd'hui. C'est que oui, qu'il y ait des investissements, mais aussi que des investissements qui nous permettent demain de nous prendre en charge. Au lieu que nous soyons dans un cercle infernal d'investissements continus. Ils investissent, ils reprennent l'argent, mais après, qu'est-ce que les États africains gagnent au bout de 10 ans ou de 20 ans d'investissement ou de partenariat? C'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à des paradigmes où nous sommes d'égale dignité, ou que ça soit simplement un partenariat win-win, où chacun y gagne, mais l'essentiel, que maintenant, des paradigmes démocratiques, des paradigmes de bonne gouvernance, ça, nous les partageons. Ce n'est pas simplement qu'en Afrique, il faut mettre ces règles-là. Ces règles sont universelles. Les règles de bonne gouvernance, de démocratie, nous devons tous nous y adapter. Très bien. Et il est annoncé à l'issue de cette conférence l'implantation du laboratoire allemand BioNTech l'année prochaine au Sénégal comme au Rwanda pour produire des vaccins que l'Afrique n'a pas. Vaccins contre la Covid, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui. Absolument, c'est ça qui fera notre indépendance. C'est-à-dire que la Covid a montré les insuffisances de part et d'autre. En Occident, vous avez vu ce que ça a donné, mais ça a été pire en Afrique. C'est vrai, nous avons eu la chance peut-être que les dégâts n'ont pas été beaucoup plus catastrophiques en Afrique qu'en Europe. Mais il s'y pose un problème de souveraineté. C'est pourquoi d'abord la position du président au départ, c'est que le vaccin, il ne faudrait pas seulement qu'on tende la main ou bien qu'on se mette dans une dynamique d'organisation continentale ou communautaire. Le président avait dit que pour la question de la souveraineté, il faut qu'on fasse participer notre budget, qu'on aille acheter, qu'on montre que l'Afrique est souveraine, que le Sénégal est un pays indépendant. Mais au-delà de ces aspects-là, arriver à produire les vaccins chez nous, c'est aussi un autre pas de souveraineté, mais aussi un autre pas d'indépendance sanitaire. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, est l'invité de ce jury du dimanche. Un des secteurs qui attire justement le plus d'investissements, c'est l'immobilier. Quand le bâtiment va, tout va, c'est ce que dit le dicton. Comment se porte ce secteur, notamment le logement dont vous êtes en charge? Oui, c'est un secteur sensible. C'est un secteur qui pose aujourd'hui problème. Cela est évident. Le coût du loyer est une complainte de presque tous les Sénégalais. Comment accéder à la propriété est un problème. Et le chef de l'État, après une analyse, parce que partant même de son expérience d'homme d'État avec tout ce qu'il a vécu, a pensé à partir de 2019 lancer un grand programme qu'il appelle programme Zéro Bidonville. Et dans le programme Zéro Bidonville, il y a une composante essentielle,
c'est le 100 000 logements. Faire de cette chose durant une période de 5 ans, produire 100 000 logements, soit en moyenne 20 000 par an. Il faut rappeler les ratios que nous avions. Les ratios que nous avions de 1960 à nos jours, c'était presque 5 000 par an en termes d'unité d'habitation. Unité d'habitation ne veut pas dire logement. C'est les logements, mais aussi les parcelles, type d'habitation. Unité d'habitation. On était à 5 000. Le président veut qu'on multiplie par 4 cette production. Comment y arriver? Justement. Comment y arriver? La Le président dit d'abord qu'il faut qu'on règle la question institutionnelle. Oui. Il a mis d'abord en place une loi qu'il appelle la loi d'orientation sur l'habitat social. La deuxième, il faut qu'il y ait des instruments. Le premier instrument dit que nous sommes une économie quasi informelle. L'accès au crédit des banques n'est pas toujours facile et n'est pas toujours aisé pour des gens qui n'ont pas de revenus fixes réguliers. Il a créé un fonds pour l'habitat social pour garantir les prêts et pour travailler sur la bonification pour les gens qui n'ont pas les moyens. Deuxième instrument, il met la société d'aménagement du foncier. Nous avons, et peut-être que nous y reviendrons sur les questions d'inondation, c'est fondamentalement un problème d'aménagement. Le président crée un aménageur public désormais qui doit se charger de tout ce qui est verdé. Mais à côté, il y a les tracasseries administratives. Il y a un certain nombre de problèmes pour accéder à la propriété. C'est toute une démarche compliquée. Il dit qu'il faut créer maintenant un guichet unique. Et il met en place un décret, il signe un décret qui met en place un guichet unique. Et au-delà de cela, il faut aussi un régime fiscal incitatif. Il y a énormément de taxes. Il crée un régime dérogatoire signé par un arrêté du ministre des Finances. Et tout cela, avant cela, il dit non, maintenant il faut critérier l'accès au logement. Il ne faut pas qu'on ouvre un marché qui sera après un désordre, chacun va s'y... Parce qu'il y a toujours, vous savez, les lois, à chaque fois qu'on les met, il y a toujours des gens qui travaillent à comment violer les lois pour en tirer un bénéfice personnel. Il dit oui, il faut critérier. Ceux qui pourront accéder à ces 100 000 logements, ce sont d'abord ceux qui n'ont jamais eu de maison, ceux qui n'ont jamais accédé à la propriété, qu'on appelle les primo-accédants. Et qu'ils soient dans un revenu inférieur à 450 000 francs. Au-delà de 450 000 francs, vous avez tous les moyens pour acquérir un prêt à la banque. Que ce soit des gens qui ont un revenu inférieur à 450 000 francs. Mais qu'on ne soit pas aussi confiné dans cette partie qui nous caractérise simplement sur des personnes qui ont un revenu fixe. Les commerçants qui sont dans les rues, les Sénégalais qui travaillent dans l'agriculture, le pêcheur. Il faut aussi qu'on réfléchisse à ça, qu'on évalue leurs biens. Et que si ça ne dépasse pas 450 000 francs par mois, qu'on puisse aussi les intégrer dans le projet et en les faisant garantir par le Fonds pour l'habitat social. Mais tout cela, le président demande qu'on le fasse dans des conditions absolues de transparence. Et d'égal accès aux Sénégalais à cette propriété. On crée une plateforme où les Sénégalais vont s'inscrire. Mais, et là aussi, comment maintenant l'écosystème de la construction, parce qu'il est bien de mettre tout ça en place, mais si au Sénégal, tout ce qui est fait sur la propriété, tout ce qui est fait sur la construction est importé, le prix continuera à être cher. Le président nous demande de travailler sur l'écosystème de la construction. Et là... Oui, pour donner juste une illustration, la tonne de ciment, on sait qu'elle a beaucoup augmenté, son prix a énormément augmenté. Parce qu'en vérité, tout ce qui contribue à la production du ciment est importé. Et donc, le président de la République demande à ce qu'on travaille sur l'écosystème de la construction pour l'industrialiser, tout ce qui est construction, et que nous puissions le produire à partir de notre pays. Très bien, mais en attendant, mais concrètement là, avec la tonne de ciment qui a augmenté, qu'est-ce que le gouvernement compte faire là concrètement? Oui, mais ça c'est d'autres équilibres. Les équilibres économiques, on ne peut pas du tout décréter le prix du ciment. Ça obéit à des paramètres qui sont souvent extérieurs à notre volonté. Donc, mais on peut régler tout de suite la question du ciment en faisant des interventions directes, mais ces interventions ne sont jamais durables. Ce que le chef de l'État veut, c'est qu'on travaille maintenant sur un point de vue durable en travaillant sur un écosystème bien bâti. Et cet écosystème bien bâti passe par l'investissement, mais aussi par un appel à des investisseurs étrangers. Pour le moment, sur le ciment, j'insiste, vous dites donc à la population qui achète la tonne de ciment entre 70 000 et 80 000 francs, bon, débrouillez-vous, je ne peux rien faire. Parce que moi, à Mamoudou, ce qui est de moi, je ne fixe pas les prix en tant que ministre de l'Urbanisme. Ça, on est bien d'accord. Parce que ce que moi je peux faire, c'est j'achète le ciment. Je suis une des victimes parce que, au fond,
tous ceux qui sont dans la construction sont sous ma responsabilité. Donc moi, je suis victime. Mais ça, c'est des aléas économiques que je ne maîtrise pas trop. Ce que mon travail consiste à faire quoi? À faire de telle sorte que tous les matériaux de construction puissent être produits dans notre pays. Mais ça, c'est une vision du chef de l'État. Cette vision-là, il faut la maîtriser, matérialiser. Alors, on va schématiser un peu. Je suis éligible au projet 100 000 logements. Je veux une maison. C'est un besoin vital. Qu'est-ce qui va être fait concrètement? Oui, concrètement, c'est que d'abord, il faut que Mamoudou, qu'on vérifie, est-ce que vous êtes dans les critères d'éligibilité? Très bien. Est-ce que vous avez moins de 450 000 francs de revenus mensuels? Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous accédez à la propriété? Oui. Et ensuite, on vous met dans la procédure, vous vous inscrivez dans une plateforme qu'on appelle plateforme des 100 000 logements. Et donc, quand nous sommes arrivés, le président de la République nous a demandé d'évaluer cette plateforme, de l'auditer. Parce qu'il y a des Sénégalais aussi qui s'amusent à entrer dans le truc en ne remplissant aucun critère. Il faut qu'on les identifie. Dès qu'ils sont identifiés, maintenant, ce qui est fait, c'est que quand le promoteur immobilier s'engage avec nous par une convention, nous mettons à sa disposition, et ça, c'est ce que j'ai voulu développer en un moment, nous mettons à sa disposition, et c'est l'innovation majeure, du foncier. D'accord. Et ce promoteur peut être un promoteur public ou un promoteur privé? Privé. On met à sa disposition du foncier. D'accord. On met à sa disposition aussi l'environnement juridique qui est amélioré. Mieux encore, le président a décrété le projet d'utilité publique. Et le promoteur, il a une charge capitale. C'est quoi? C'est d'abord de réserver 50% au social. C'est-à-dire que le logement qui devait coûter 20 millions, si nous faisons le total de tous les investissements de l'État, on arrivera à réduire au moins de 8 millions, qui apparaîtra comme une subvention de l'État. Le logement qui coûtait 20 millions, oui, vous pourrez l'avoir à 12 millions. Ça, c'est les 50% du projet. Les 20%, le président demande qu'on les dédie à la diaspora. Les 30% qui resteront, le promoteur peut le vendre sur des prix qu'il va lui-même fixer pour pouvoir le manque à gagner qu'il a eu sur les logements sociaux pour pouvoir les rattraper sur les 30%. Est-ce qu'il y a un prix plafond? Est-ce qu'il y a un prix plafond? Le président demande pour le logement social de ne pas dépasser 12 millions. 12 millions. Ça, c'est le prix plancher pour les logements sociaux. Mais quand on dit au promoteur, pour le reste, oui, mais en fonction Mamoudou, là, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, c'est lui qui le fixe. Et en fonction avec l'acquéreur, ils pourront discuter parce que cet acquéreur-là n'est pas dans le social. Ce que nous devons protéger, c'est simplement les cas sociaux. Très bien. La plateforme, là, vous en êtes à combien d'inscrits là? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui, nous sommes. Et ça dépasserait même les 100 000. Non, ça dépasse de loin les 100 000. Nous sommes à 256 000. 256 000 demandeurs. C'est important. Oui. Alors que sur les 5 ans, nous voulons. Mais au-delà des 256 000, il faut faire un audit. Et cet audit est en cours. Nous sommes en train d'identifier, de les fixer, de mettre une image, une personne à celui qui s'est inscrit. Et démocratiquement, et nous avons mis en place une commission qui étudie toutes les demandes et qui va entrer en contact avec les promoteurs et avec les acquéreurs pour être un équilibre. On a suivi récemment une visite de chantier avec l'annonce de la réception prochaine d'un premier lot de 200 logements. Quelle est la particularité de ce lot et qu'est-ce que vous allez faire pour livrer les 100 000 logements sociaux en sachant que le chemin est encore long? Oui. Cette volonté, j'ai rappelé tout ce qui a été mis sur le plan institutionnel. Je dois y ajouter. En novembre 2020, le chef d'État y a ajouté une autre touche. C'est en nommant un secrétaire d'État chargé exclusivement du logement, pour le suivi beaucoup plus rapproché de tout ce qui est logement. Et la priorité, le président avait dit, oui, d'accord, nous mettons en place un très grand projet qui va susciter beaucoup d'investissements, qui va susciter beaucoup d'intérêt. Mais je vous demande de commencer par le secteur privé national. Ceux qui ont accepté de s'engager, du point de vue national, il faut les prioriser. Mais tout en sachant que nous avons pris des engagements politiques vis-à-vis de la nation. Il ne faudrait pas aussi que des privés nationaux nous prennent le marché et après ne réalisent pas, parce que c'est nous qui répondrons devant le peuple sénégalais. Et nous a demandé maintenant de nous ouvrir à l'expertise étrangère, pour voir aussi, en respectant les lois et règlements de ce pays, comment l'expertise étrangère, le service privé étranger pourrait y entrer. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé avec
des conventions signées au Sénégal. Une treizaine de conventions ont été, plus de 13 conventions ont été signées, dont l'une des premières, c'est ça, celle de Bambilor, qui a été déjà expérimentée. Oui, qui devait travailler sur, du cas de Bambilor. Ça devait travailler sur 2000 logements. Les 200 sont déjà prêts. Et maintenant, alors qu'il faut atteindre 20 000 logements par an. Oui, oui. Et vous n'avez que 5 ans. Et 5 ans depuis 2019 déjà, c'est ça? Oui, mais c'est pourquoi nous travaillons à les rattraper durant les années qui suivent. Vous avez suivi il y a quelque temps, nous avons été à Abu Dhabi sur instruction du président de la République, nous avons signé avec une organisation qui s'appelle EGI un mémorandum d'entente qui fixe au moins 50 000 logements sur les 2 ans. Donc, nous allons essayer de rattraper le temps perdu, parce que le temps perdu, en réalité, on dit temps perdu, mais il est perdu entre guillemets, il fallait d'abord travailler à la mise en place institutionnelle de tout le cadre et que tout soit sur des bases très claires, que le cadre réglementaire soit bien installé. Et aujourd'hui, nous sommes en possibilité de pouvoir dire que le projet est très bien installé. Bon, en tout cas, le constat, c'est que 200 logements sur 100 000, c'est presque une goutte d'eau dans la mer. Non, mais vous pensez que vous allez vraiment pouvoir rattraper cela? Ce n'est pas 200 en vérité. Oui. C'est-à-dire que ce sont les 200 premiers qui sortent de... Oui, oui, je suis d'accord, je parle de ça. Je parlais tantôt de 13 conventions qui étaient signées. Oui. Si nous terminons dans les mois prochains toutes les conventions nationales que nous allons signer, au bout d'un an, au moins l'expertise sénégalaise va créer 28 000 logements. Ça c'est un record, c'est inédit. Mais maintenant, nous veillerons, et c'est ça notre travail, à ce que tous les accords signés, toutes les conventions signées soient régulièrement mises en œuvre. Et vous prenez l'engagement qu'à la fin des 5 ans, vous direz aux Sénégalais, oui, nous avons créé 100 000 logements. Mais moi je suis obligé, avec Madame la secrétaire d'État, de pouvoir régler cet engagement, honorer cet engagement du chef de l'État. Oui, Madame la secrétaire d'État, Victorine Ndeye. Oui. Nous y sommes ensemble, cet engagement du chef de l'État, nous le réaliserons. Maintenant, il s'agit nous avons mis en place, parce que ce qu'il fallait, Mahmoud, le plus important, c'est de rassurer les Sénégalais par rapport au projet. C'est chose faite. Deuxièmement, de mettre un cadre régulier qui nous permettra d'avoir une base solide du projet. Aujourd'hui, c'est fait. Et maintenant, nous entrons dans une phase d'accélération. Cette phase d'accélération, et je souhaite que les promoteurs sénégalais qui se sont engagés soient d'un patriotisme très clair, qu'il y ait l'honnêteté dans toutes les actions. Et ensuite, bien entendu... livrable. Voilà, tout à fait. Ce qui constitue souvent un gros problème. Un gros problème, mais il faut que tout le monde... C'est notre rôle d'y veiller. Et le deuxième aspect, c'est que nous nous ouvrons à l'étranger. Aujourd'hui, il y a des Maliens qui s'intéressent à ce projet, des Marocains qui s'intéressent à ce projet, des Qataris qui s'intéressent à ce projet, des Émiratis qui s'intéressent à ce projet. Il y a le monde entier en train de vouloir venir voir ce qui se passe au Sénégal. Mais le chef de l'État nous demande toujours d'être dans un cadre de respect des lois et règlements de ce pays. Ces 100 000 logements à construire sont-ils équitablement répartis à travers le pays au nom du principe justement de l'équité territoriale qui est aujourd'hui un axe fort du plan national d'aménagement et de développement territorial? Mais ce que nous constatons, c'est que tous les investissements, depuis l'indépendance à nos jours, c'est l'ouest du Sénégal, Dakar, Thiès, Mour. Si vous regardez, c'est vrai, il y a la plus grande concentration humaine aussi. Mais tous les plus grands investissements, c'est à ce niveau. Le chef de l'État, depuis 2012, lorsqu'il est arrivé à la tête de la magistrature suprême, a beaucoup évoqué l'équité territoriale. L'équité territoriale, mais pour arriver simplement à équilibrer aussi notre pays. La grande partie de notre pays, il fallait qu'il y ait des investissements. Et ce projet n'échappe pas à cette vision, parce que cette question d'équité territoriale est une vision. Et le chef de l'État nous a demandé que le projet 100 000 logements soit perçu, soit vu sur l'ensemble du territoire, dans les 46 départements du Sénégal, il y a un investissement. Mais ça ne se fera pas en une journée. Nous progresserons. Et là aussi, nous utiliserons les promoteurs publics que nous avons, comme la SICAP, comme la SNHLM. Aujourd'hui, la SNHLM est à Kébémer, a commencé des travaux à Fatick, a commencé des travaux à Kaolack, va très très prochainement commencer à Kaffrine. Et nous voulons qu'au bout en fin 2022, au moins tous les départements puissent sentir que le projet 100 000 logements est une réalité. Mais ça aussi, ça dépend aussi des populations à la base qui puissent respecter tous les critères. On ne pourra pas du tout le faire dans un département où personne ne respectera les critères. Il faut savoir dire aux Sénégalais la vérité. Et le modèle d'habitat qui est retenu, c'est des villas comme nous
nous en avons, et, mais, ou bien c'est un modèle d'appartement, c'est quoi? C'est les deux à la fois. Oui. C'est seulement la promotion de la mixité. Tous les Sénégalais n'ont pas les mêmes désirs, les mêmes appréhensions sur le logement. Donc forcément, il fallait tenir en compte de tous ces aspects. Il y aura des villas, mais aussi nous encourageons, parce que la question foncière à Mamoudou est une vraie question au Sénégal. Nous n'avons pas toujours la disponibilité aménagée. Et il faut aller vite. Donc le chef de l'État nous a demandé aussi d'amorcer la réflexion sur la verticalité. Cette verticalité nous permettra de rattraper certains retards que nous avons dans d'autres domaines. Donc à ce niveau, c'est seulement la mixité, et tous les Sénégalais pourront se retrouver dans les choix en fonction de l'offre du promoteur, et en fonction aussi des engagements souscrits dans les différentes conventions. Des populations de HLM Maris qui ont vu leurs immeubles démolis après avoir acheté des appartements. On en a beaucoup parlé à un moment donné, ces fameux immeubles des HLM Maris. Appartements vendus par SNHLM, un protocole d'accord signé et qui court jusqu'en juin 2021, avec deux principes, soit une indemnisation pour ceux qui veulent partir, ou le paiement du loyer à condition d'être relogé ailleurs. Ce protocole, monsieur le ministre, ces populations s'en inquiètent. Elles pensent que l'État n'a pas l'intention de le respecter jusqu'au bout. Mais Mahmoud, c'est un dossier douloureux que nous avons hérité, qui date de d'une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années d'ailleurs. Et lorsque ce bâtiment a été détruit, sur indication de la protection civile, parce qu'il y avait quand même des dangers, il fallait trouver une solution. Certains ont demandé à être indemnisés et de partir. D'autres voulaient des logements. Mais aujourd'hui, le processus a duré. Il y a eu beaucoup de promoteurs qui sont engagés, après qui n'ont pas respecté leur engagement. Le chef de l'État a dit, mais on ne peut plus continuer sur cette question, il faut la régler définitivement. Et en accord avec les partenaires, qu'on trouve une solution. Moi, je leur ai dit, la solution, elle est discutée, elle est négociée. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Si nous continuons à faire croire qu'on peut faire tout de suite les logements, on peut tout de suite les reloger, ce sera encore une vue de l'esprit. Je ne peux pas m'engager immédiatement sur cette question. Le chef de l'État nous propose une chose. Il dit, mettez à la disposition d'autres promoteurs qui le veulent. Vous vendez cette propriété, et ce que nous avons, l'État du Sénégal, le budget du Sénégal peut participer et qu'on les indemnise, chacun reprenne sa liberté. Moi, je leur ai fait cette proposition. Et cette proposition a été majoritairement acceptée. L'option retenue aujourd'hui, c'est l'indemnisation. Et non plus de payer le loyer. Voilà. Mais oui, sauf que cette indemnisation, si elle doit intervenir, elle doit se faire très vite. Parce que là, il court le risque, à la fin du mois de septembre, d'être expulsé. Et ils disent, voyez, M. Khan, parce qu'ils nous ont saisis en disant, on est passé de propriétaire à locataire, et là, on va passer de locataire à SDF. Oui, mais Mamoudou, quel est votre engagement concrètement? Je comprends leur inquiétude. Oui. C'est des gens que j'ai reçus à maintes reprises et qui sont quand même, ont été très respectueux des principes. Et moi, je leur ai dit à chaque fois que je comprenais leur douleur, que je comprenais, je compatissais. Mais au-delà de cette fonction, il faut que j'aille vers des résultats. Oui. Il faut que j'aille à trouver des solutions. Et la solution aujourd'hui que j'ai trouvée et que j'ai mis à leur disposition, c'est cette solution. L'indemnisation. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, il faut maintenant aller vite. Oui, qui sera effectif. C'est pourquoi nous avons dit au directeur général de la SNHLM de rapidement de procéder à la vente. Et l'État aussi s'est engagé. Le temps que ça va faire pour avoir la vente, parce que la vente aussi ne se décrète pas comme cela. Oui. Dès que le produit est vendu, bien entendu, nous allons indemniser. Mais avant, l'État continuera à prendre les charges de loi. Ah oui, l'État va continuer. Ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Tant que ce n'est pas encore vendu, l'État continuera à prendre les charges locatives. Il faut signer un autre protocole. Absolument. Il faut s'engager par écrit. Oui, ou bien un avenant. Parce que ce protocole expire en juin 2021. Oui,
Vous allez les recevoir? Le directeur général de la SNHLM devait les recevoir pour leur expliquer tout ce cadre-là. Ensuite, moi-même, je vais les recevoir et on va tout finaliser. Sur le principe, je crois que nous nous entendons, nous nous parlons. Parfois, il y a des incompréhensions, mais nous continuons à entretenir ce débat et à ensemble trouver une solution. C'est ça la priorité. La démarche, moi, je suis dans une démarche participative, de consultation, de concertation, pour que ce problème douloureux soit dépassé sans délai. Ils ont même demandé à être reçus par le chef de l'État. Oui, mais vous savez, le chef d'État, il reçoit tous les Sénégalais, ça, il n'y a pas de problème. Mais vous, monsieur le ministre, vous allez les recevoir. Moi, je les reçois. Ma porte n'a jamais été fermée à leur endroit. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche et notre invité est Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. On assiste depuis quelques années à une explosion de l'immobilier de luxe comme de moyen standing. J'ai vu une annonce passer il y a quelques jours sur une plateforme. Un appartement avec une chambre, un salon, une cuisine, ascenseur et sécurité garantie à louer à la cité Keur Gorgui. Le loyer est fixé à 300 000 francs CFA par mois avec 4 mois d'avance, soit un total de 1 200 000. Cette somme représente le revenu annuel d'un salarié qui touche mensuellement 100 000 francs. La loi sur la baisse du loyer n'est-elle pas caduque sur la base de cet exemple? Oui, mais cette loi-là a été l'expression d'un volontarisme du gouvernement à réguler le prix du loyer. Mais il faut se rendre aussi à l'évidence. Le prix du loyer suit les conditions qu'offre le marché. C'est les conditions de l'offre et de la demande. Cette loi c'est pourquoi inopérante. C'est pourquoi il faut travailler sur ça. Et c'est d'ailleurs le sens de tout le projet 100 000 logements. Vous allez réformer nous sommes obligés, la loi sur le loyer. Nous sommes obligés de mettre des normes et de les faire respecter. Quand est-ce que l'Assemblée sera saisie Nous sommes en train de travailler sur le code de l'urbanisme et de la construction. Le chef de l'État nous a demandé de le réformer profondément. Dans les mois à venir, nous le proposerons au Conseil des ministres. Nous y mettrons un dispositif incitatif, mais aussi un dispositif coercitif qu'il faut faire appliquer. Dans ce pays, le problème fondamental, ce n'est pas les lois, ce n'est pas le règlement, c'est le fait de pouvoir faire appliquer la loi et le règlement, quelles que soient les situations politiques ou politiciennes. C'est ça le problème. Et je crois que sur cette question-là, vous avez totalement raison. Il y a une loi expression d'un volontarisme certain, mais cette loi-là, aujourd'hui, fait face, se heurte aux lois économiques. Et les lois économiques, dans tous les pays du monde, les lois économiques font foi. Ici, on voit mais vraiment un cas typique de la difficulté, justement, du loyer. Vous avez un appartement à louer à 300 000, mais une chambre, salon, cuisine, même si vous me dites que ma sécurité est garantie, que j'ai un ascenseur à la cité Keur Gorgui là, 300 000 francs CFA, mais vous demandez 4 mois d'avance, 1 200 000. C'est pourquoi je dis c'est ça qu'il faut réguler. Oui, mais l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a personne qui regarde ça. Oui, mais c'est ça. C'est pourquoi je te dis, nous sommes dans une phase. On est quand même dans un pays organisé, avec des lois. Mais nous sommes dans une phase de réforme. Parce qu'il ne faut pas se presser sur certaines questions. Quand nous mettrons en place le code de l'urbanisme et de la construction, le nouveau, parce qu'il en existe déjà, mais qui depuis plus d'une décennie n'a pas été retouché. Lorsque nous retoucherons, il y aura des instruments tirés de cette loi qui nous permettront d'agir. Mais fondamentalement aussi, il faut intervenir sur l'écosystème. Parce qu'en réalité, tant que le locataire n'a pas une offre variée, il est soumis à ce dictat du logeur. Et c'est ça sur lequel il faut travailler à terme, à moyen terme. C'est de travailler à faire évoluer l'écosystème, à faire évoluer la demande pour que l'offre ne soit pas largement inférieure à la demande, ce qui posera un certain nombre de problèmes. Mais comme vous l'avez dit tantôt, il faut aussi faire les lois, mais aussi les faire appliquer. C'est à ce niveau que nous devons travailler. Et la Direction générale de la construction et de l'habitat a reçu toutes les instructions pour que le travail de contrôle soit fait, mais aussi que les sanctions puissent être appliquées. Bon, on va voir concrètement comment ça va se passer. Parlons du phénomène des inondations. Les résultats sont jugés insuffisants ou en tout cas mitigés par certains, malgré le plan décennal doté de 750 milliards de francs CFA et les plans Orsec qui se succèdent. C'est le cas aussi là quand on parle
de cette année, le plan Orsec a été déclenché. Quelle réflexion vous inspire la gestion des inondations? Oui, mais Mamoudou, ce que je note, c'est que dans un débat comme cela, les gens se réfèrent toujours à un débat politicien ou politique. Or, la question des inondations aussi, au-delà des investissements sur lesquels je vais revenir, la question des inondations aujourd'hui est une question mondiale. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait aujourd'hui que les changements climatiques ont produit des conséquences désastreuses à tous les niveaux. Vous suivez les inondations en Allemagne, en Belgique, même aux États-Unis, qui ont mis énormément de moyens, mais vous voyez aujourd'hui, tout le système a été périclité par le changement climatique. Ça, il ne faut pas qu'on occulte ce débat. Ce débat du changement climatique, il est réel. Maintenant, le débat local, c'est-à-dire que les investissements pour faire face aux inondations. Dès que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il y a eu le plan décennal de lutte contre les inondations. Cela a été une bonne avancée. Ça aussi, Mamoudou, il faut se référer au passé pour voir ce qui a été fait. Aujourd'hui, on parle, c'est vrai, il y a une inondation, il faut compatir avec les populations, notamment à Kermassar et dans certaines localités du pays. Mais quel était le taux de ces inondations à Dakar notamment? C'était Pikine, c'était Guédiawaye, c'était Golfe. Il y a eu quand même un travail qui a été bien fait. Mais comme toute œuvre humaine, il y a des choses à parfaire. Mais en ce qui me concerne sur l'urbanisation, sur l'urbanisme, c'est là où nous devons plus travailler. Sauf que l'objectif de ce plan décennal, c'est qu'en 2022, on ne parlerait plus d'inondation. On est en 2021 et ce plan a commencé à être exécuté en 2012. Oui, sauf que ce plan-là ne pouvait pas aussi prendre en charge les questions liées au changement climatique. Sur une zone de Kermassar, sur une zone... c'est ce qu'on dit. Mais Mamoudou, les changements climatiques se sont imposés à nous. Par exemple, dans une zone où... Ils sont imprévisibles. Sur 3 mois, sur 3 mois de pluviométrie, vous l'enregistrez en une journée ou sur 3 jours. C'est ce qui est arrivé à Kermassar, c'est ce qui est arrivé dans beaucoup de localités. C'est une pluviométrie d'1 an qui s'abat sur un département en une semaine au maximum. Ça, quand même, c'est un problème. Et comment faire face les défaillances qui ont eu lieu sur une société, etc., ça sera évolué parce que l'État aussi, c'est cela. Mais au-delà de ça, confirmez qu'il y a eu des défaillances? Oui, sur des engagements qui ont été pris par des sociétés qui ne les ont pas respectés. Chacun se défend. Oui, mais l'État a des instruments. À Kermassar, un exemple précis, on dit oui, il nous reste 250 mètres pour raccorder et on s'est rendu compte que ça n'a pas été fait. Oui, c'est une défaillance? Mais je dis, quand un État lance un marché, il y a tout un processus pour l'attribution. Mais aussi il y a un processus pour l'évaluation. Ce processus pour l'évaluation, les services concernés, ou les ministères concernés le feront. On parle beaucoup de M. Faye, hein? Vous devez le connaître très bien puisque vous intervenez dans le football. On lui a confié aussi des infrastructures sportives. On parle de lui aussi dans le cas de Kermassar. Moi, dites-nous un peu Pour être honnête, moi, je ne connais pas les personnes ni les sociétés qui sont intervenues dans ce dossier. Ce que je sais, c'est que l'État fonctionne sur la base, non pas des personnes, mais sur des principes. Ceux qui ont attribué des marchés, il y a des clauses qui permettent d'évaluer leur travail. Et les services techniques et les ministères concernés le feront au moment opportun. L'essentiel aujourd'hui, c'est que au-delà de toutes les défaillances constatées, au-delà de ce qui est constaté, l'État a pris des mesures pour faire face. C'est ça aussi la conséquence du déclenchement du plan Orsec, qui aujourd'hui, il y a quelques jours, la situation que nous avions, et la situation de ce dimanche n'est pas la même. Fondamentalement, l'État a pris, il ne s'agit pas de pleurnicher ou bien de continuer un débat stérile sur certaines questions. Il faut faire face pour sortir les populations de l'eau. C'est ça l'enjeu et c'est ça l'enjeu du plan Orsec. Justement, on a comme l'impression qu'on déplace un peu les problèmes. Vous avez raison de dire qu'il y avait à Dakar, si nous prenons cet exemple, de quartiers qui étaient régulièrement inondés et les gens vivaient avec cette eau qui stagne d'ailleurs. Je me demande s'il faut parler d'inondation que de stagnation d'eau. C'est vrai, ces quartiers ont été libérés des eaux, mais on a l'impression que ça se déplace un peu. Maintenant, on parle de Kermassar. Est-ce que les mesures dont vous parlez ne sont pas au fond des mesurettes? Est-ce que l'État ne doit pas avoir le courage de dire la façon dont on vit à Dakar, qui est une presqu'île, dans certains quartiers, la nappe phréatique n'est pas loin, c'est des zones non aedificandi. Est-ce que l'État ne doit pas revoir le mode et le modèle d'habitat tout simplement à Dakar et essayer de créer des villes qui vont désengorger Dakar? Est-ce que ce n'est pas ça la vérité? L'État, sa stratégie est double devant cette question. La première, c'est de faire face aux inondations, sortir les populations des eaux. C'est un enjeu. Mais ces inondations, au-delà des changements climatiques,
au-delà du dérèglement climatique, comme on aurait pu l'appeler, qui a été un phénomène mondial. Il y a des questions que nous devrons prendre en charge, surtout sur la question de l'urbanisme. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État a dit qu'il faut trouver une solution structurelle. Il a mis en place le plan national d'aménagement du territoire, qui est le référentiel en la matière. Maintenant, c'est que ce sont aujourd'hui, Mamoudou, si nous regardons les 557 ou 558 communes que nous avons au Sénégal, moins de 15% sont dotés de plans d'urbanisme. Ça aussi, c'est un problème. Parce que les gens occupent des zones non édificantes. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Il y a les populations qui sont responsables. Mais aussi, il y a les maires qui sont responsables. Il y a aussi les autorités administratives qui sont responsables. Il y a l'État. Il y a l'État. L'autorité administrative, c'est l'État. Donc, cette responsabilité, elle est collective et elle est générale. Mais nous devons comment le régler? Comment pallier à cette situation? Le chef de l'État nous demande de trouver une solution structurelle. C'est pourquoi il met en place d'abord le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Mais le reste maintenant, ce sont les outils de planification urbaine qui ont manqué. Parce que dans beaucoup de cas, les gens viennent occuper avant la planification, avant l'aménagement. Le président de la République nous demande de faire précéder la planification, de faire précéder l'aménagement. Est-ce que c'est ça qui a été retenu dans le cadre des logements, par exemple, des 100 000 logements? C'est-à-dire que doter les collectivités locales de plans d'urbanisme qui sont carrément spécifiés et arriver, nous sommes à 15%, le chef de l'État nous demande au plus tard en 2022 d'arriver au moins à 30%. Et après, avec les efforts qui sont faits par les collectivités locales, de les encourager. Mais aussi, le chef d'État crée pour la première fois un aménageur public. La société d'aménagement du foncier, de la rénovation, société d'aménagement du foncier, la SAFRU, et de la rénovation urbaine, c'est justement son rôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de faire précéder, après avoir planifié, de faire les aménagements avant les habitations. Mais ça, il nous faut une volonté partagée des collectivités territoriales, de l'autorité administrative, mais aussi de l'État à travers le ministère de l'Urbanisme. Et sur cette question-là, le président a donné des instructions fermes. Il nous faut travailler. Les inondations ont perturbé le plan, mais dès que le département de Kermassar a été mis en place, vous avez suivi le Conseil des ministres, le chef de l'État nous a demandé de doter toutes les collectivités au niveau du département de Kermassar et du département de Kermassar en lui-même, les outils de planification qui nous permettront à l'avenir d'avoir une planification d'anticipation. Oui. Abdoulaye Seydou Sow, vous êtes l'invité du jour et du dimanche. On parlera tout à l'heure de politique et de football, mais très rapidement sur ces questions d'urbanisme, de logement. Vous êtes à la tête d'un département qui englobe justement l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique. Chacun de ces sous-ensembles est un programme. Mais l'un ne va pas sans l'autre non plus. Comment comptez-vous trouver la cohérence d'ensemble? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'urbanisme, c'est surtout notre combat, c'est d'arriver à faire de la planification un instrument de développement, d'anticipation sur beaucoup de questions, sur les risques. Dans chaque urbanisation, il y a des risques. Mais les instruments de planification nous permettent d'anticiper sur cette question. Mais dès que nous planifierons, c'est le logement. Le logement va entrer dans un cadre qui sera concret et qui sera cohérent. Et bien entendu, ça va nous éviter l'occupation des zones non édificantes, comme nous l'avons pu constater avec les inondations. Mais mieux, ce sera achevé par un cadre de vie sain, maîtrisé. C'est toute la pertinence de la partie hygiène publique. Mais cela aussi, et vous le constatez, l'État ne peut pas le faire seul. C'est avec un développement participatif, une intégration de tous les mouvements, par exemple sur l'hygiène publique. Et c'est vrai, on aura besoin des jeunes, du mouvement des femmes, de la société civile, des gens engagés au développement dans les quartiers. Il ne s'agit pas de faire, mais il s'agira de faire. Pour que ça soit non seulement pas venir dire oui, journée de reboisement, etc., mais inculquer des valeurs civiques, citoyennes au niveau des populations pour que le cadre de vie soit pris en charge en amont par les populations elles-mêmes et que l'État fasse son travail d'encadrement, mais aussi de surveillance pour sanctionner les éventuels dérapages. Daouda Ndour, là on parle des questions sur les réseaux sociaux, on vous fait un clin d'œil. Il dit un travailleur, M. Sow, qui a changé l'image du campus, il est très aimé par les étudiants. Pour l'homme politique que vous êtes, certainement, une telle appréciation a un sens. Bassouley, justement, vous demande, et là nous allons parler de la politique, des élections à venir, notamment les locales de janvier 2022. Êtes-vous prêt à céder la mairie de Kaffrine, qui est déjà occupée par votre homonyme,
Abdoulaye Wilane au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous serez candidat à Kaffrine? Bon, moi, je vous ai dit, je l'ai dit à maintes reprises, que moi, je suis un militant d'un parti et je suis membre d'une coalition qui a mis à sa tête un chef qui s'appelle le président Macky Sall. Oui. Donc moi, je me soumets aux règles de ce parti et de cette coalition. Le fauteuil de maire ne m'appartient pas pour que je puisse le céder à qui que ce soit. Oui. Ça, le maire s'appelle aujourd'hui Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir. Vous êtes membre de l'APR. Ma question est précise. Membre de la coalition aussi. Oui, ma question est précise. Seriez-vous candidat à Kaffrine? Mamoudou, je l'ai dit, je suis dans un parti politique. Le fait d'avoir une ambition personnelle et de l'affirmer n'a aucun impact en réalité sur ce que nous allons faire. Ouais, ce qui est bien, quand on a une ambition personnelle, on l'affirme, on l'affiche comme vous l'avez fait, au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Mamoudou, pourquoi ici vous avez peur d'afficher votre ambition personnelle? D'afficher une ambition. À Kaffrine, nous avons un parti politique qui s'appelle l'APR. L'APR travaille depuis quelques années, depuis 2014. Nous travaillons à être la principale force dans le département et dans la région de Kaffrine, d'abord dans la commune de Kaffrine. Et nous pensons aujourd'hui que nous sommes la principale force dans la commune, dans le département et dans la région de Kaffrine. Ça, c'est un fait. Et nous travaillons... Vous êtes plus fort que le Parti Socialiste. Nous sommes le parti essentiel. Aujourd'hui, l'APR mobilise plus de 60% à lui seul. Et donc par rapport à ces élections locales à venir... Oui. Mais c'est la force majoritaire. Oui. Mais ce n'est pas une question de majorité dans une coalition. Dans une coalition, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Ces paramètres-là, si nous voulons en assurer l'équilibre, il nous faut plus de mesures dans les candidatures que nous déclarons. Ça ne signifie absolument rien. Moi, je suis dans une coalition, dans un parti. Je respecte tous ceux qui sont dans ce parti, dans la coalition, pour refuser de m'épancher sur la place publique, sur des ambitions. Les ambitions, nous allons les exprimer, mais d'abord à l'intérieur du parti. D'abord à l'intérieur de la coalition. Vous l'avez fait, vous avez exprimé votre ambition à l'intérieur de votre parti. Dans le parti et dans la coalition, le chef de l'État sait, lui qui est le chef du parti, sait très bien les ambitions des uns et des autres. À un moment, il fera ses arbitrages et nous nous soumettrons à son arbitrage. Vous ne diriez pas non si vous étiez choisi? Moi, j'ai décidé d'être dans un parti politique. Moi, je me soumettrai totalement à toute décision que le président de la République prendrait. Si la coalition décide d'investir Abdoulaye Wilane, tête de liste, pour la mairie de Kaffrine, vous l'accepteriez aussi? Ce n'est pas une question d'acceptation, je suis obligé. Parce que c'est moi qui ai décidé d'être dans un parti et dans une coalition. Alors, mais je souhaite que cela n'arrive pas. Ah oui. Donc, en souhaitant que ce soit vous alors? Bon, je réserve ma réponse au président de la République. L'opposition affûte ses armes avec une grande coalition qui est annoncée. Cela fait-il peur au pouvoir de perdre les prochaines élections locales? Mais ce n'est pas simplement le pouvoir qui a peur de perdre des élections locales. Tout homme politique normal devrait avoir peur de perdre des élections. Mais surtout cette grande coalition de l'opposition qui est annoncée. Il y a des noms, mais le problème ne se gagne pas sur les places publiques ou bien dans les médias. Une élection locale se gagne au niveau des collectivités territoriales. Donc forcément, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère qu'ils sont dans le droit de travailler à faire leur coalition. Nous avons déjà une coalition qui fait plus de 100 partis politiques. Donc forcément, en face, on trouvera une alternative. On essaiera de trouver des alternatives. Ils sont dans le droit. Mais ce que je considère, c'est que les élections se gagnent au niveau de la base. Et à la base, nous avons une longueur d'avance qui va s'exprimer de manière majoritaire dans tous les départements et dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je rappelle que cette émission, le jury du dimanche, reçoit Abdoulaye Seydou Sow. Il est ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Il est homme politique, membre de l'Alliance pour la République, mais il est aussi un footeur. Il aime bien le foot, membre de la Fédération sénégalaise de football. Vous êtes à la tête de la Ligue de football amateur. Vous avez participé de manière très visible aux élections récentes de renouvellement du bureau de la Fédération. Augustin Senghor, votre candidat, vous ne l'avez pas caché, a été réélu pour un 4e mandat. Vous-même, vous avez été réélu à la tête de la Ligue de football amateur. Justement, il y a des questions qui se posent, monsieur le ministre. Votre implication très visible dans l'élection du président de la Fédé ne pose-t-elle pas problème au double plan politique, parce que cela peut donner une indication de la position du gouvernement et même du président de la République, votre patron, mais aussi plan sportif, vous peut-être faites de l'ombre à votre collègue des sports Matarba?
Non, mais Mamoudou, il faut quand même que dans ce pays, que nous puissions être sur les principes. La fonction de ministre, ou bien la fonction de directeur général, ou bien toute autre fonction, il n'y a pas d'incompatibilité textuelle. C'est très clair. J'ai ma passion, c'est le football, en dehors de mon activité professionnelle. Vous, Mamoudou, vous êtes directeur de ITV, mais en Russie, nous nous sommes embrassés comme c'est pas possible, parce que vous êtes un passionné du football. Quand nous avons marqué le deuxième but, nous étions côte à côte. Vous avez manifesté cette passion. Sauf que je ne suis pas ministre et donc je ne suis pas candidat à un poste dans la fédération. La fédération est une organisation privée. Oui. Aujourd'hui, dans l'association de la presse, dans l'association des hommes de presse, je ne sais pas comment vous les appelez, vous, les éditeurs de presse, mais vous êtes libre d'aller militer pour ne pas aller militer. Moi aussi, je suis en dehors de mon activité professionnelle ou gouvernementale, je suis un passionné de football. Ça, avant d'être ministre, tout le monde le savait. Mais des gens comme Moussaka qui disent, mais comment justifier votre présence à la fédération malgré votre poste de ministre de la République? N'est-ce pas, comme le qualifient certains, une ingérence de l'exécutif dans les instances du football? C'est une erreur. Et les gens qui ont écrit, ils ont même écrit à la FIFA, je vous l'apprends. Mais la FIFA n'a pas répondu. Parce que la FIFA, c'est pas une. Peut-être ceux qui ont été battus. Je ne veux pas revenir sur cette Monsieur Madi Touré. Je ne veux pas revenir sur ces règles. Oui, et qu'est-ce que l'État, la FIFA a répondu par rapport à. La FIFA accorde un mépris. Ça, c'est parce que la FIFA ne répondra même pas. Dans tous les pays du monde, des ministres participent à la vie associative. Le ministre russe, tenez-vous bien, le ministre russe des Sports, c'est un président de fédération. Ici au Sénégal, je ne suis pas le premier cas, peut-être que je suis le plus visible. Mais le ministre, comment il s'appelle, Mbagnick Ndiaye, était président de la Fédération d'escrime, était président de la Confédération africaine d'escrime en tant que ministre des Sports. Ça ne dérangeait personne. Monsieur Bakar Dia était membre de la Fédération de Kung Fu, était membre de cette fédération. Et n'hésitez pas à troquer sa tenue pour aller sur les tatamis. Youssou Ndiaye, paix à son âme, il a été membre du CIO. Je peux citer énormément d'exemples sur cela. L'essentiel, c'est de pouvoir respecter les dispositions attribuées à chacune de vos organisations. Moi, je n'ai jamais utilisé le gouvernement, je n'ai jamais utilisé mon poste de ministre pour m'imposer dans le football sénégalais. Babacar Ndao Faye qui prolonge un peu, oui. En 2017, je n'étais pas directeur du COUD, je n'étais pas ministre. Et j'ai participé de manière très forte à la réélection du président Senghor. En 2019, j'étais directeur général du COUD, qui est aussi une fonction très pesante. Justement. Mais j'ai participé à la CAN qui nous a conduit à la finale. Justement. Ça, c'est ma vie privée. Babacar Ndao Faye prolonge un peu la question en disant, est-ce qu'il n'y a pas surcharge entre le football, le ministère à gérer et les activités politiques? Peut-être, mais ça dépend de la capacité des individus. Et Dieu nous a dotés, chacun, dans ses particularités, de ses capacités. Si je ne pouvais pas assumer l'une ou l'autre charge, je me serais déchargé très librement. Avec quels moyens avez-vous battu campagne récemment? Moi, je n'ai pas un problème de moyens. Oui, non, vous êtes ministre. Est-ce que vous n'avez pas utilisé les moyens de l'État? Du tout. Moi, j'ai toujours gagné. Il faut rappeler le résultat de 2017. Je ne suis pas aussi arrivé au deuxième tour. Par exemple, vous allez à la Ligue de Matam, ou vous allez à la Ligue de Sédhiou, ou à la Ligue de Kolda, ou à la Ligue de Kaffrine. Ces gens-là, c'est des accords qui nous ont liés depuis très longtemps, une amitié très profonde. Parce que moi, je ne suis pas resté à Dakar et dans les médias pour demander à être élu. Non, parce que tous mes conseils d'administration, ce que les gens n'ont pas remarqué, tous les conseils d'administration de la Ligue amateur ont été décentralisés. J'ai fait mes conseils à Ziguinchor, j'ai fait mes conseils à Tambacounda, j'ai fait mes conseils à Saint-Louis, j'ai fait mes conseils à Thiès. Forcément, il y a une adhésion des acteurs du mouvement sportif. Ces acteurs-là sont des présidents de clubs, et ces présidents de clubs, vous savez, il y a des relations de respect mutuel. C'est ça le mouvement associatif, c'est ça la force du mouvement associatif. Maintenant, on ne peut pas. Ceux qui étaient en face ont mis plus de moyens. Mais ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de crédibilité. Vous avez gagné, mais le peuple sénégalais attend cette CAN depuis très longtemps. Votre élection a été faite justement sous le sceau de Manko Wouti Namli. En ligne de mire la prochaine CAN au Cameroun, quelle est la pertinence d'articuler le chantier ou même tout le chantier de la fédération autour d'une promesse de sac de la sélection A qui est très aléatoire? Non, mais Manko Wouti Namli, dans toute compétition sportive, on recherche la victoire.
Moi, même quand j'allais à la Coupe du Monde, je rêvais de gagner la Coupe du Monde. On ne va pas dans une compétition en limitant les ambitions. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la Fédération sénégalaise de football, si nous sommes honnêtes quand même, a fait d'énormes progrès dans tous les domaines. Dans le domaine de la gestion, Mamoudou, tenez-vous bien, en 2009, quand nous arrivions à la tête de la Fédération, nous n'avons pas trouvé 20 millions dans les comptes de la Fédération. Cela est un fait. Quand le comité de normalisation faisait la passation de service avec la Fédération dans laquelle nous siégions, et même les comptes n'étaient pas réguliers. Aujourd'hui, vous avez combien dans les caisses? Aujourd'hui, au moins, on parle de milliards. On parle Combien de milliards. précisément? On parle de milliards, je ne parle pas le chiffre, je ne peux pas le donner ici exactement, parce que je ne suis pas financier, je ne gère pas les questions financières, contrairement à ce que les gens aussi disent. Mais le plus important, c'est que nous sommes arrivés à une situation plus maîtrisée. Aujourd'hui, toutes les petites catégories, cela aussi les gens ne le disent pas, toutes les petites catégories étaient à la charge de l'État avant que nous arrivions. Aujourd'hui, toutes les catégories de football qui existent sont totalement prises en charge par la Fédération sénégalaise de football, à l'exception de l'équipe A. Et même l'équipe A aussi, il y a des investissements de la Fédération. Au niveau infrastructurel, les gens ont évoqué cette question. C'est vrai, les stades sont du ressort de l'État, mais au moins nous disposons aujourd'hui de deux grands centres, à Guéréo comme à Toubab Dialaw, de centres de formation qui nous permettent de prendre en charge la formation de nos compétiteurs. Mais maintenant, ce n'est pas simplement le peuple sénégalais qui attend la coupe. C'est nous tous acteurs, nous pensons que le moment est venu de pouvoir gagner quelque chose. Mais on ne le décrète pas. Le rôle de la fédération, c'est d'organiser les conditions pour arriver à gagner la Coupe d'Afrique. Maintenant, il y a eu une petite pierre que vous avez jetée sur le fait de pouvoir gêner le ministre des Sports et moi, nous faisons la même personne totalement. Et sur toutes les questions de nos interventions, nous discutons et nous sommes dans une même logique de solidarité gouvernementale. Nous nous comprenons sur toutes les questions et nous agissons ensemble. Le beach soccer, l'équipe nationale, est en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est une des consécrations du travail de la fédération. Ce beach soccer a été créé par la Fédération sénégalaise de football, entretenu et financé et organisé par la Fédération civile. C'est un autre aspect d'un bilan extrêmement positif. Et je crois que c'est la consécration, le fait d'arriver à cette étape de la Coupe du Monde est une consécration pour cette discipline, mais aussi un certificat qui doit être décerné à la Fédération sénégalaise de football. On verra si la consécration va être totale. Bon, cette émission a été enregistrée juste avant la demi-finale qui oppose les Lions au Japon. J'espère que les Lions ont gagné. C'est la fin de cette émission, le jury du dimanche qui recevait Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Mamoudou Ibra Kane à la présentation, réseaux sociaux Biram Pouy Fatima Taba, réalisation de cette émission pour la télévision et la radio. Mas Mboup, Iba Marsen et toute l'équipe technique qui les accompagne. Pour le site immedia.sn, Babacar Fall au texte, Pape Doudou Diallo à la photo. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.